Bienvenue dans Expertise croisée, le podcast de Nexialogue. Ici, nous décryptons les enjeux du risk management et de la data. Que vous soyez professionnel de la finance et des données, étudiant ou simplement passionné, vous êtes au bon endroit. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Nicolas Grislin. Nicolas, tu es cofondateur de Cervus Technologies, tu vas nous en parler un petit peu. Tu es un spécialiste de la data privacy, la protection des données. Exactement. Quel est ton parcours, Nicolas ? Alors bonjour Vivien, merci de me recevoir. J'ai commencé par faire des maths et de l'informatique entre l'ENS Lyon et puis l'ENSAE. J'ai travaillé un petit peu pour l'INSEE à Bercy. Puis j'ai travaillé un peu en banque où on a collaboré ensemble. Nous sommes croisés en effet. Sur des stress tests, enfin sur des modèles économiques de portefeuille de banque. Et j'ai ensuite fondé une première start-up qui s'appelait ALFD, qui faisait du pricing en temps réel d'espaces publicitaires, avec beaucoup du traitement de grosses données, comme on disait, et beaucoup de machine learning. Et donc cette entreprise a été rachetée par Verizon. J'ai travaillé quelques années donc pour Verizon, et suite à quoi j'ai fondé une deuxième start-up qui est spécialisée dans la construction d'outils pour faire de l'analyse de données quand les données sont sensibles, notamment parce qu'elles sont privées. Et donc, on aide à faire de l'analyse, du machine learning, de l'IA sur des données qui peuvent être privées, comme des données de santé, des données financières, etc. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, je crois. Oui, tout à fait. Nous allons donc parler de protection des données, de technologie, de risque aussi, risque associé aux données. C'est un sujet qui non seulement est extrêmement important, mais en plus, avec l'augmentation du nombre de cyberattaques, et notamment, on en a beaucoup entendu parler, sur les organismes publics, les organismes de santé, notamment les hôpitaux, les organismes de tiers payants, etc. C'est un sujet vraiment d'actualité. Est-ce qu'on peut faire le point avec toi sur les risques associés aux données et finalement, pourquoi faut-il protéger les données, que ce soit les données au sein des entreprises, mais aussi pour les particuliers, les gens qui nous écoutent, quel est l'intérêt de faire attention à ces données ? Alors, c'est une question très vaste. Il y a de multiples risques qui sont associés aux données. On peut voir des risques plutôt d'ordre de sécurité des systèmes informatiques. Il y a des risques liés à la justice, un petit peu, c'est-à-dire à fairness, on dit en anglais. Moi, je vais parler uniquement des risques associés à la confidentialité, à la vie privée, à la protection de la vie privée, puisque c'est ce sur quoi on travaille, et c'est déjà un vaste sujet. Donc, il y a une première approche de ces risques qui est que, évidemment, les gens tiennent à leur vie privée et ils veulent pas que leur vie privée soit étalée sur la place publique. C'est le premier, donc les risques les plus évidents, c'est que nom, prénom et un certain nombre de caractéristiques soient diffusés, et donc les gens ne veulent pas ça. Et donc, depuis de nombreuses décennies déjà, les entreprises qui manipulent des données font attention à ce que les données ne soient pas accessibles librement, et la CNIL veille à ce que ces données soient gérées avec précaution. Mais plus les systèmes augmentent en complexité, et plus la quantité de données recueillies sur des individus devient importante, et plus ces risques deviennent difficiles à maîtriser. C'est-à-dire que évidemment, diffuser un nom, un prénom et un diagnostic médical, c'est très sensible, c'est privé. Mais certaines données paraissent un peu anodines, donc, je ne sais pas, un identifiant d'un réseau social, un point de coordonnées GPS, une action sur une application mobile, paraissent un petit peu anodines individuellement. Et pourtant, quand on réunit toutes ces pièces de puzzle, ça peut donner à quelqu'un de malveillant une image beaucoup plus complète d'un individu, qui lui permet ensuite de l'utiliser parfois contre un individu. Donc ça peut être pour lui faire un tarif d'assurance santé plus élevé, etc. Donc on voit bien que plus on diffuse de données sur un individu, et plus les techniques pour remettre toutes ces données ensemble, donc on voit que l'IA aujourd'hui est capable d'aller chercher des données à droite à gauche et de tout réunir en une vision un peu unifiée.
plus la confidentialité des données est mise en danger. Oui, c'est le fameux croisement des données dont on entend parler, dont on nous rabat, on nous en parle tout le temps de ce fameux croisement des données. C'est effectivement dans le domaine du big data aujourd'hui, avec des données multiples en très très grande dimension, c'est-à-dire que chaque personne va laisser traîner derrière elle, va disséminer des tonnes et des tonnes de données. Croiser ces données permet finalement de réidentifier à peu près tout le monde. Ouais. Un exemple qu'on donne souvent, c'est une série de coordonnées GPS. C'est quasiment une signature d'un individu. On n'a même pas besoin de donner nom, prénom, puisque on peut savoir où la personne vit, où elle travaille. En croisant ça avec des données de LinkedIn et de je ne sais quel réseau social, on peut savoir exactement à quelle personne on a affaire. Et on peut même avoir accès au nom, prénom facilement. Alors, il y a une statistique qui est issue de la théorie de l'information, qui est très simple. C'est qu'on est 8 milliards sur Terre. 8 milliards, ça correspond à 33 bits d'information. Et donc, finalement, si on laisse traîner 33 bits d'information derrière nous, on est réidentifié de manière unique au sein de la population. 33 bits indépendants. 33 bits indépendants. Donc c'est vrai, ma position aujourd'hui et dans une minute sont assez corrélées. Voilà, 33 bits indépendants, tu as tout à fait raison. Mais si tu laisses traîner des données de santé, des données GPS, ouais, tout à fait. Et qu'en plus, un de tes fournisseurs de services se fait voler ces données te concernant, ça peut aller très vite. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les techniques d'anonymisation, puisqu'on va en parler dans ce podcast, en fonction des usages, des finalités, des traitements de données. Est-ce que tu peux nous faire un rapide topo des principales techniques d'anonymisation, c'est-à-dire finalement, et c'est un des enjeux notamment dans l'open data, de mettre à disposition des données sans qu'on puisse réidentifier les gens derrière. Alors, on a vu à l'instant que c'était très complexe, que c'était très facile de réidentifier. Quelles sont les techniques, néanmoins, qui sont utilisées pour rendre ces jeux de données aussi anonymes que possible ? Je vais commencer par la période classique de la protection des données. Donc, classique. Enfin, avant, je veux dire, les années 90-2000, il y a deux approches de la protection des données. Une approche naïve, qui consiste à enlever nom, prénom et peut-être numéro de téléphone et de dire que c'est anonyme. Et on a vu juste à l'instant que ça ne tenait pas. Et une approche prudente, qui consiste à ne pas stocker les données, à les effacer et à ne pas les utiliser, ou à ne les collecter et ne les utiliser que pour une finalité bien précise. Donc c'est l'approche de la CNIL, par exemple, qui est assez prudente. Donc c'est une approche raisonnable, qui fonctionne, mais qui malheureusement ne permet pas d'analyser beaucoup de données et qui n'est pas compatible avec les besoins, par exemple, de du machine learning et de l'IA, qui consomment beaucoup de données. Dans les années 90, avec l'essor d'Internet et où on a commencé à collecter beaucoup de données d'utilisateurs, notamment les logs de sites web, des premiers sites web, par exemple, on s'est posé la question de la vie privée en se disant on vit la révolution industrielle de l'information. Cette révolution industrielle de l'information, elle nécessite l'invention de nouvelles approches de protection de la confidentialité. Et on s'est mis à réfléchir dans le monde académique à des approches un peu plus systématiques de la protection de la vie privée. Et donc il y a des concepts dont certains ont peut-être entendu parler, comme... Donc il y a des idées un peu empiriques qui consistent à dire très bien, on peut diffuser des données personnelles à condition qu'on les agrège suffisamment, par exemple. Donc ça, en regardant un petit peu des exemples simples, on voit bien que si on agrège des données, par exemple, je sais pas, toutes les personnes... Si on compte, par exemple, le nombre de personnes qui ont une pathologie dans un hôpital, donc on a, supposons, et qu'on la diffuse ce compte à condition qu'il y ait plus de 30 patients, par exemple, dans le groupe, a priori, on pense qu'on a protégé un petit peu l'anonymat des patients, mais si on demande maintenant l'ensemble des personnes qui ont une affection donnée dans un hôpital, en excluant Monsieur Dupont, le compte va concerner plus de 30 personnes, mais la donnée des deux comptes va révéler la pathologie de Monsieur Dupont.
Et donc on voit bien que ça tient pas du tout, ces approches naïves. Et donc on a essayé de systématiser un petit peu, et donc on a conçu une approche qui s'appelle la K-anonymité, qui est un peu basée sur cette idée d'agrégation, mais qui est un petit peu plus fine. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous renvoie à la page de Wikipédia qui est assez bien faite. Et on s'est rendu compte que cette approche avait des limites. On a inventé une autre approche, un petit peu fondée sur des idées aussi d'agrégation ou de dégradation des informations, qui s'appelle la L-diversité. Il y a toute une généalogie des techniques d'anonymisation. Le point commun de toutes ces techniques, c'est qu'elles sont fondées sur des intuitions de ce que c'est la protection de la vie privée. Et aucune de ces techniques n'est vraiment très satisfaisante, au sens où, même avec ces techniques, il faut quand même faire attention à qui on diffuse l'information, il faut quand même mettre un jugement humain pour pondérer l'utilité de la diffusion des données et le niveau de protection. Et donc, il y a beaucoup encore d'interventions manuelles et de jugements dans le fait de savoir si des données sont bien protégées ou pas. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on pense qu'en cachant un individu dans une masse, on a correctement anonymisé le jeu de données, c'est ça la K-anonymité, la L-diversité. En réalité, on se trompe. Et notamment, tu donnais l'exemple à l'instant de Monsieur Dupont, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre accéder une fois à une information agrégée sur une base de données et puis faire des requêtes multiples. Donc, la capacité à faire des requêtes multiples sur une base démultiplie du coup les possibilités de craquer la base et de révéler de l'information privée. Tout à fait. En fait, ce que tu dis, c'est un peu équivalent. Enfin, faire plusieurs requêtes, c'est évidemment une manière de fragiliser tous ces schémas de manière très très rapide. Comme on l'a vu, en 2 requêtes, on peut connaître l'état de santé de Monsieur Dupont. Une autre manière de le voir, c'est de se dire que je fais une seule requête, mais j'ai de l'info auxiliaire sur la personne qui revient à avoir fait d'autres requêtes auparavant, et j'utilise cette info auxiliaire pour compléter la vision d'une seule requête. Donc en réalité, ce que tu dis est tout à fait vrai. Si j'ai aucune info sur Monsieur Dupont et que je peux faire plusieurs requêtes de manière un peu interactive, je craque très facilement l'état de santé de Monsieur Dupont. Mais il ne faut pas croire que restreindre l'accès à une seule requête protège, puisque si j'ai déjà de l'information sur Monsieur Dupont parce que je suis les allées et venues à l'entrée de l'hôpital, et que je peux faire une requête sur l'état de santé des patients de cet hôpital, j'aurai peut-être une manière de craquer l'état de santé de Monsieur Dupont. Peut-être on pourrait faire un petit focus, si tu veux bien, sur l'échec des approches intuitives et mal conçues. Est-ce que tu peux nous donner un exemple simple de requête qui fournit par exemple une statistique agrégée, mettons la moyenne des salaires dans une entreprise? Pourquoi ce type de requête ne permet pas de s'assurer de la préservation de la vie privée? Donc l'exemple, il va ressembler quand même beaucoup à Monsieur Dupont, c'est-à-dire que donc si je demande la moyenne des salaires d'une entreprise où par exemple le PDG a une paie démesurée par rapport à ses employés, ce qui peut arriver, la moyenne donnera une information assez précise sur la paye du PDG. Et donc, encore une fois, si j'ai l'information a priori de la distribution des salaires dans l'entreprise, à savoir que tout le monde est à peu près payé comme, je sais pas, un cadre par exemple, mais qu'il y a une personne qui est payée beaucoup plus, la donnée de la moyenne me permettra d'évaluer le salaire du PDG. Donc ça, c'est un exemple. Une autre manière de révéler l'information, c'est lorsqu'on donne des salaires moyens par groupe de population, et donc certains groupes peuvent contenir assez peu d'individus, ou je peux connaître une information sur un groupe, c'est-à-dire que tous les salaires sont les mêmes, par exemple, et donc la donnée de la moyenne me révèle le salaire de quelqu'un dans ce groupe. Voilà, donc il y a vraiment, on peut penser à énormément de schémas qui permettent de remonter à de l'information privée étant donné une simple moyenne. Oui, et d'ailleurs, une analyse de la base, on va dire, d'un point de vue métier, par exemple, ou
d'ajouter de l'information au-delà d'une analyse purement statistique. Et l'exemple du PDG est très bon. Il y a une technique qui consiste à mélanger, par exemple, dans une base de données tous les salaires, c'est-à-dire que en face du PDG, on met le salaire de quelqu'un d'autre, et en face de l'ouvrier, il se trouve qu'il y aura le salaire du PDG, mais finalement, là non plus, on ne protège pas grand-chose, parce que quand on regarde la base et qu'on comprend ce qu'elle contient, donc on a une vision métier RH sur cette base, on remet assez vite dans l'ordre les salaires qui avaient été mélangés pourtant. Tout à fait. Alors, en 2006, il y a eu une révolution dans le domaine de la gestion des données privées. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui s'est passé sur la differential privacy ? Pas la peine d'expliquer, tout le monde. Non, c'est assez confidentiel. Donc, effectivement, donc c'est vraiment une révolution dans le monde académique, à savoir, donc, suite aux multiples échecs d'ingénieurs qui avaient essayé de mettre en place, ou de chercheurs qui avaient essayé de mettre en place des techniques pour anonymiser les données ou pour protéger la confidentialité des données, la communauté académique s'est penchée sur ce problème un peu sérieusement et a essayé de fonder ce que c'est que la confidentialité sur des principes simples et de construire un peu un édifice de protection de ce que signifie la protection de la vie privée sur quelques principes simples. Et ces principes, ils sont un peu inspirés de la cryptographie. Ils consistent à dire soit un jeu de données qui porte sur des individus, et je souhaite, donc on va dire que chaque entrée dans le jeu de données concerne un individu. Et mon objectif, c'est que personne, quoi que je diffuse, quel que soit le calcul que je puisse faire sur ce jeu de données que je diffuse, je ne veux pas qu'on puisse apprendre quelque chose sur un des individus de ce jeu de données. Et donc, pour qu'un résultat, quel qu'il soit, que je calcule sur ce jeu de données, révèle quelque chose sur un individu, il faut que la présence de l'individu dans le jeu de données affecte le résultat. Donc on l'a vu tout à l'heure, par exemple, on disait le nombre de personnes atteintes de l'affection A et le nombre de personnes atteintes de l'affection A hormis Monsieur Dupont. Donc la présence ou l'absence de Monsieur Dupont, ici, va affecter la somme, et la différence me permettra de savoir quelque chose sur Monsieur Dupont. La confidentialité différentielle, ou differential privacy, elle consiste à dire j'ai protégé la confidentialité si l'ajout ou le retrait de quiconque dans ma base de données n'a pas d'impact significatif sur le résultat. Et significatif, il est à comprendre au sens de significativité statistique. Et qui dit statistique dit aléa et probabilité. Et donc, un résultat protégera la vie privée au sens de la differential privacy s'il est aléatoire, il est nécessairement aléatoire, et si la quantité de bruit qu'on ajoute fait que la présence ou l'absence de n'importe qui dans le jeu de données n'aura pas d'impact décelable statistiquement. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc ça fonctionne pour une personne. Il faut que ça fonctionne aussi pour 2, puis 3. Donc ça va poser des contraintes de composition. Ça fonctionne pour la pire, c'est-à-dire quelle que soit la personne que j'ajoute ou que j'enlève. C'est-à-dire, c'est une définition dans le pire cas. C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, du PDG, quelle que soit la personne que j'enlève, donc, par exemple le PDG, il ne faut pas que le calcul soit affecté. Donc en l'occurrence, là, si le PDG gagne la moitié de la masse salariale, la présence ou l'absence, on va pouvoir la déceler. Et donc pour la cacher, il faut vraiment perturber beaucoup, rajouter beaucoup de bruit statistique dans la moyenne pour que le résultat soit confidentiel. Oui, c'est-à-dire qu'on est relativement drivé par les points extrêmes dans cette approche. Et quelle est l'efficacité en conséquence lors de l'implémentation de cette méthode? Est-ce que finalement le ratio utilité de la donnée sur la privacy va être intéressant? On comprend qu'il y a une approche un peu maximaliste dans le calibrage de ce bruit. Est-ce que ça ne rend pas la méthode finalement morte dans l'œuf? Alors, bon, il y a
Il y a beaucoup de techniques. Alors, donc, c'est vrai que, d'une manière générale, faire un calcul avec cette contrainte de differential privacy, donc ça a beaucoup de bonnes propriétés, pour commencer. Déjà, soyons optimistes. Ça protège la confidentialité de manière systématique, et ensuite, on peut fermer les yeux. C'est-à-dire, on sait quel est le niveau de protection, et il y a pas d'opération manuelle, de jugement humain, etc. à avoir. On peut diffuser le résultat, on a une protection formelle, prouvable mathématiquement. Voilà. Donc ça, c'est la propriété très désirable et très sympathique de la differential privacy. Évidemment, cette propriété qui a beaucoup de bons côtés, elle a un coût, et effectivement, on le paye un petit peu en précision du résultat, et donc en utilité de la statistique. On le paye un petit peu en complexité aussi du calcul, un petit peu en complexité de mise en œuvre, etc. Mais pas autant que l'exemple qu'on vient de donner semble le signifier. Donc par exemple, effectivement, une moyenne, c'est très sensible aux outliers, mais si on avait pris une médiane, par exemple, donc une médiane, c'est beaucoup plus robuste à la présence ou l'absence du PDG, par exemple, et donc le salaire médian avec differential privacy, on l'aurait de manière très très précise. Et donc, et ce coût, donc on voit bien quand même qu'en étant un petit peu malin, on peut améliorer la précision des résultats et avoir une information quand même relativement précise. Donc l'idée, c'est d'utiliser vraiment des statistiques qui ne sont pas trop sensibles au point extrême. Donc là, on parle de moyenne et de médiane, mais en fait, si on va à l'autre bout du spectre de la complexité statistique, on peut faire de l'IA. Donc quand on fait de l'IA, on fait, pour ceux qui connaissent, de la descente de gradient stochastique, par exemple. Bon, un gradient, c'est très sensible au point extrême. Qu'est-ce qu'on fait ? On va clipper le gradient, donc ça revient à faire une médiane plutôt qu'une moyenne, et donc cette technique va faire que des points extrêmes n'auront peu d'impact, et donc la statistique, elle sera quand même relativement précise. Donc on a des techniques comme ça un peu générales, des familles de techniques qui consistent à prendre des statistiques pas trop sensibles aux points extrêmes, et comme ça on sait que quand on ajoute ou qu'on retire un point dans les données, on aura de la differential privacy pas trop chère. Une autre famille de techniques consiste à avoir plus de données. Donc plus on a de données, moins la differential privacy est chère. Et donc ça, c'est assez aligné avec l'intuition selon laquelle, quand on noie un individu dans une grande masse, il est quand même un peu plus anonyme que dans un petit groupe. Et donc par construction, si j'ai 10 personnes et que je fais une statistique avec differential privacy, j'aurai que du bruit et je pourrai rien savoir. Si j'ai des millions de personnes, en fait, la differential privacy sera gratuite d'un point de vue de la précision. Et après reste la complexité de mise en œuvre, mais celle-là, elle est un petit peu diluée dans le temps. Donc c'est une approche qui est très utile pour tous les organismes qui publient des statistiques. Quelles sont les principales applications, et chez Sarus, quelles sont les implémentations que vous avez pu faire de cette méthode ? Alors chez Sarus, on a construit des outils qui permettent d'analyser effectivement des données sensibles, donc par exemple des données d'hôpitaux, des données de santé, des données financières, des données de transport, sans révéler les données individuelles. Donc par exemple, si on regarde les données d'hôpital, elles restent à l'hôpital, et un chercheur à l'extérieur de l'hôpital pourra utiliser... Donc l'hôpital aura installé Sarus à côté de ces données, et un chercheur à l'extérieur de Sarus pourra se connecter un peu à cette interface, et pourra calculer un peu des statistiques sur les données, donc faire des requêtes SQL, entraîner des modèles de machine learning, calculer des statistiques, etc. etc. Et encore une fois, on ne fait pas de magie, on implémente la differential privacy, et donc si la requête SQL, elle consiste à savoir la maladie de Monsieur Dupont, on enverra du bruit essentiellement, donc quelque chose de parfaitement aléatoire qui ne renseignera rien, qui ne renseignera pas du tout sur Monsieur Dupont. Si en revanche, je veux savoir quelle est la corrélation entre tel symptôme et la présence de tel autre symptôme, et que j'ai suffisamment de données dans l'hôpital, je pourrais avoir un résultat assez précis, et un chercheur que je ne connais pas aura pu calculer cette statistique sans même avoir à demander la permission dans l'idéal. Donc c'est une forme de firewall d'une certaine manière. Effectivement, c'est une enveloppe protectrice qui s'assure que à chaque fois qu'une information sort, elle ne va pas révéler plus d'un certain nombre de bits d'information.
Donc si un patient est un puzzle, on s'assure que chaque requête ne diffuse qu'une ou deux pièces et pas la totalité du puzzle. Une ou deux pièces, de sorte que... Sur des milliers. Oui, et puis si on récupère toutes les pièces qu'on a demandées via les requêtes, on va pas pouvoir reformer l'image Exactement. avec précision. Donc c'est un des aspects de la differential privacy que j'ai pas trop abordé parce qu'il est un petit peu abstrait, mais donc la differential privacy, c'est une protection statistique, c'est-à-dire quand on extrait du savoir d'un jeu de données privé, c'est inévitable de diffuser un petit peu d'informations sur les individus. Donc la confidentialité différentielle, elle ne mise pas de manière absolue, elle va juste borner la quantité d'informations qui fuit à chaque fois qu'on fait une requête. Et donc elle fonde notamment la pertinence du concept de budget de privacy. Donc à chaque fois qu'on fait une requête differentially private, on va diffuser en quelque sorte un petit peu d'informations. C'est un peu les pièces de puzzle dont je parle. Et donc Sarus notamment s'occupe de comptabiliser, c'est-à-dire d'accumuler l'information qui fuite à chaque requête. Et effectivement, on va borner le nombre de pièces du puzzle qui peuvent sortir, de sorte qu'on ne puisse pas, en réunissant tout, avoir une image trop fidèle d'un individu. Merci Nicolas, c'était passionnant et très clair. Comme d'habitude, je dirais. Merci Vivien, c'était très agréable. On se retrouve pour un deuxième épisode la prochaine fois. J'ai hâte, à bientôt. À bientôt, merci Nicolas.